studio de Mike Perez. Très bonne matinée, il est là comme tous les jours, c'est Mike Perez. Bonjour Mike. Mais bonjour Philippe. Comment ça va? Mais ça va très très bien. La chronique de Mike. Mike Perez, on va beaucoup parler sport aujourd'hui avec Laurent Flukiger qui va nous rejoindre dans quelques instants. Il est déjà avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour. Et puis on va parler sport, foot, mais on va parler hockey aussi puisqu'on va parler des championnats du monde de hockey avec John Gobi qui nous fera le plaisir de venir nous rendre une petite visite tout à l'heure. Mais là, Ça c'est une émission comme on les aime. ça, comme toi tu les aimes surtout. Hein. Là il y a méga sport partout. Il est Exactement, content. je suis ravi. Il a le sourire jusqu'aux Je oreilles. suis ravi. Bon là on va parler des fan zones, on va parler football plus précisément. La Ou Coupe du pas Monde. de fan zone plutôt. Ouais, la Coupe du Monde c'est dans un mois et c'est vrai qu'on avait pris pour habitude à Lausanne notamment, place de la Navigation, à Genève, place de Plein Palais par exemple, d'avoir des belles fan zones avec des écrans géants, des animations, histoire de vivre ensemble, en communion, ces différents matchs, que ce soit ceux de l'équipe de Suisse ou plein d'autres. Ouais. Le problème c'est que cette année, la Coupe du Monde, donc elle commence dans un mois et ça tombe pile poil quand il y aura le G7 à Évian. Ah oui, c'est ballot. Quel rapport, me diras-tu? Oui. C'est juste qu'en fait, toutes les forces C'est de pas les mêmes sécurité... équipes, hein. Non. C'est que toutes les forces de sécurité, police et autres, vont être mobilisées, grandement mobilisées pendant ce G7 qui dure jusqu'au 17 juin. Puis derrière, faudra certainement donner un petit peu congé à tout ce personnel. Donc, on n'est pas en mesure, à Lausanne ou à Genève, d'assurer la sécurité d'une fan zone parce que ça réunit quand même plusieurs milliers de personnes et il faut quand même qu'il y ait un encadrement. Donc, les villes de Lausanne et de Genève ont renoncé, un peu à contre-cœur, c'est vrai, mais finalement, elles ont renoncé à construire et à mettre en place des fan zones. C'est pris en otage en fait. Ouais, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Mais bon, il y a aussi une autre explication à cela, c'est que les horaires sont pas vraiment favorables. C'est vrai que les fan zones, on avait l'habitude, quand on est dans un bon fuseau horaire, dans un bon créneau, en fonction du lieu où a lieu la Coupe du Monde ou l'Euro, de pouvoir suivre des matchs l'après-midi, en fin de journée et en soirée. Là, comme ça a lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique, forcément, ça fait que tes matchs, ils ont lieu pour nous en Suisse, en soirée et au milieu de la nuit. Ouais. Donc évidemment, tu vas pas faire une fan zone pour un match qui passe à 1h du matin. Non. Ça c'est évident parce que là les riverains, ils seraient moyennement contents et en plus de ça, faut bien t'imaginer qu'il y a peu de gens qui iraient dans une fan zone à 1h du matin. Un mardi, la nuit de mardi au mercredi. Ça dépend quelle équipe joue. Oui. C'est beau. S'il y a de la bière. Non mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de purges comme match, donc je pense que tu diffuses aussi beaucoup de matchs et il y en a peu d'intéressants. Hein. Ça c'est un élément dont il faut aussi tenir compte. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, ça explique qu'il y aura malheureusement pas de fan zone cette année à Lausanne et à Genève, ce qui n'exclut pas que tu aies des sociétés locales, comme c'est souvent le cas, que ce soit des clubs de foot, des jeunesses ou autres, qui organisent effectivement des diffusions publiques dans des villages, dans des grandes salles ou autres. Il y aura aussi assez de, on va dire, non pas de laxisme, c'est pas vraiment le terme, mais disons qu'on va permettre notamment aux cafés, aux restaurants en ville qui ont des terrasses et qui ont des écrans de pouvoir étendre un tout petit peu les horaires, d'être un peu plus souple au niveau effectivement des autorisations pour quand même permettre aux gens de se réunir et de vivre ensemble ces matchs de la Coupe du Monde. Chacun qui va faire sa petite fan zone chez soi. Oui, voilà, j'allais dire tous chez Philippe. Mais moi je vais sur sa terrasse. Mais c'est limité, attention. Bon alors. Il faut être VIP. Voilà, il faut avoir rempli son album Panini pour pouvoir rentrer. Très bien. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. Oui, on en parle après, ouais. Vous écoutez le Morak Show. Vous écoutez le Morak Show. Culture Pop. Avec Laurent Flukiger. Très bonne matinée, merci d'être avec nous. On est ensemble jusqu'à 9h et je suis très content d'accueillir autour de cette table, à notre micro, Laurent Flukiger. Salut Bonjour, Laurent. salut. Dis donc, ça faisait longtemps. Ah oui, un petit moment. T'as bonne mine, hein. Très content d'en venir. Hein. Plaisir de te voir. Mike Perez, ça fait plaisir. Hein. Mais oui, plus on est fou, plus on rit. C'est ce qu'on dit. Et tu verras, ça va t'intéresser. Hein. Allez, c'est parti pour la première rubrique de Laurent Flukiger. Culture Pop. Avec Laurent Flukiger. Alors aujourd'hui, mon cher Laurent, tu nous parles des cartes
Panini. Et- Bah oui, parce oui. qu'on est à pile Un mois. poil un mois de la Coupe du Monde. démarrage. Un mois de la Coupe du Monde et surtout elles sont de retour depuis le 7 mai et elles vont vous faire dépenser toujours plus de pognon. Les cartes à collectionner Panini de la Coupe du Monde de foot 2026 et bah, comme quoi il y a même un Italien, hein. Il y a quand même un Italien qui participe à la Coupe du Monde cette année, hein. Monsieur Panini. Et j'ai le livre devant moi donc écoutez bien, cette année c'est Ouais. 112 pages. Waouh. Donc 980 stickers il y a 4 ans au Qatar c'était 670. Ouais, C'est parce qu'il y a plus d'équipes aussi. Hein. Il y a beaucoup plus Ça d'équipes. s'explique. Voilà. Ouais. Forcément, Coupe du Monde au Canada, aux États-Unis, au Mexique, Ouais. pour la première fois à 48 équipes. Ça augmente le nombre d'autocollants. Par équipe, c'est 18 joueurs. Il y a une photo de l'équipe et le fameux écusson. Bon, ça va nous coûter encore plus cher en fait. cette Voilà. histoire. C'est une Bah, vraie- ça, c'est le problème. Ah ouais. ouais. Ah, mais je croyais que Panini avait perdu la licence. Oui, Ouais. mais pour l'Euro, c'était l'américain Topps et on a pu voir le résultat en 2024. Topps n'avait pas toutes les licences et donc certains écussons étaient remplacés par des drapeaux. C'était vraiment très très moche. La Coupe du Monde, c'est toujours Panini et ce depuis 1970. Moi, j'ai collectionne depuis 1982. Ah ouais, ouais. Et tu les collectionnes Espagne, encore aujourd'hui? c'était Espagne. Espagne et j'ai Je collectionné. l'avais aussi. Ouais. Ouais. Alors, je fais jamais toujours. fini. Ouais. T'avais fini? Non, j'ai jamais fini. Moi, j'ai jamais fini un seul album, oui, mais je oui. continue. Mais moi, j'en fais plus. Mais en fait, la question, c'est ça, c'est qui collectionne encore les Panini? Est-ce que ce sont les anciens jeunes comme nous, Ouais. justement, qui avons connu ça Ils dans ont les ça- années 8 ans? C'est joliment dit. Ou est-ce que les gamins d'aujourd'hui collectionnent ces Panini encore? C'est une vraie question. C'est une très bonne question. Mon sondage autour de moi, c'est qu'il y a enfants et adultes, mais c'est plutôt les enfants des parents qui font encore. Et puis, par contre, ce qu'on sait, c'est que la Suisse est le pays, statistiquement, enfin proportionnellement, où on collectionne le plus de Panini encore. Ça, c'est vrai. On est tous des âmes Suisses de sont collectionneurs. friands. Oui. C'est magnifique. Bon, alors combien ça va nous coûter tout ça? Je suis désolé, je reviens sur le problème du pognon. Oui, Moi, ça bah oui, m'intéresse. c'est quand même important parce que voilà, c'est en francs 50 par paquet. Ouais, Contre Enfant 10 il y a 4 ans. ouais. Mais, il y a 7 vignettes au lieu de 5. Ah. Mais on peut trouver moins cher. D'ailleurs, tu l'ouvres- j'en ai tu acheté l'ouvres en direct, aujourd'hui. alors, on vit On peut quelque- trouver moins cher. Il y a des offres de lancement, notamment chez un géant orange ou en dehors de la commence par M. Suisse. Mais voilà, ils ont fait, pour éviter que les Suisses aillent se fournir à l'étranger, on a en Swiss Finish l'édition Collector United Edition, ça s'appelle. Donc le papier est un peu plus épais. Donc si tu vas aller chercher à l'étranger, tu dis ah mais c'est pas les mêmes que celles que j'ai achetées en Suisse et ça te fait un album pas uniforme. Voilà, bon, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai un portugais. Imagine, t'as Cristiano Voilà, Ronaldo on direct va voir. d'entrée, quoi. Non? J'ai un écusson. Ah, oh, attends, j'ai laquelle? Le ballon officiel. T'as le ballon officiel, ouais, les dorés, tu te rappelles? Un Canadien, Ah, Suédois, les dorés ou les Mexicain. brillants. Ah ouais, c'était son collector, celle-là. le bas. Et puis surtout, depuis quelques années, ça on valait a une photo. ce petit truc qui nous permet de scanner un QR code pour les avoir aussi en version numérique. Mais je crois que tout le monde s'en fiche. Ouais. On Tu jette crois à la poubelle à chaque Parce fois. qu'en numérique, ouais, ça n'a pas la même match. Allez, Ah, ça, ouvrez-en Ah, chacun il y a et vous plein de- direz. Je vois. Mais c'est vrai qu'il en faut quand même un certain nombre pour arriver à ces 780. Alors, ça c'est le grand débat, mais statistiquement, selon Keystone ATS, je précise, il faut un peu plus de 1000 paquets pour réussir à compléter son album, donc dépenser 1500 francs. Ouais. Avec des échanges actifs, très 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 actifs, on pourrait s'en sortir avec 150 paquets. T'as intérêt à faire Il des faut échanges. vraiment Sinon, être tu- très très actif. Hein. J'ai un Suisse, moi. Je suis tombé sur Non, mais qui? Raymond Freuler. Ah, voilà. Magnifique. Il y sera normalement à la Ah, Coupe du Monde. voilà. Ça, c'est encore le truc. C'est Ça, je garde. de comparer en fait peu chauvin, lui. le Panini avec les vraies sélections des équipes nationales, de voir qui finalement a été mis dans l'album Panini mais qui finalement n'est pas à la Coupe du Monde. Ça arrive toujours. Chaque année il y a des cas. Et puis ceux qui se blessent. Et bon, alors oui, moi, ça, c'est Rappelons, pas de comme on l'a dit, c'est dans un mois, il peut se passer encore plein de choses. Bien sûr. Donc voilà, donc 1500 francs ou moins si vous êtes très actif en échange. Ça me paraît Reste à beaucoup, savoir si vous préférez collectionner des photos de joueurs de foot ou s'offrir un vol aller-retour vers Tokyo. Ah bah pourquoi pas. Ah ouais, moi j'ai choisi, moi. Pas de souci. qu'est-ce qu'on vient Quoi faire à qu'aujourd'hui, Tokyo quoi qu'avec l'augmentation du kérosène, je suis pas sûr qu'on sort à 1500 Faut le prendre balles. maintenant. Faut le prendre maintenant, effectivement. Merci Laurent Flukiger. Alors toi tu vas collectionner alors. Alors je vais coller celle d'aujourd'hui et T'as après commencé. c'est pas sûr. Hein. T'es obligé d'aller jusqu'au bout, là, t'as commencé. C'est pas sûr. Vraiment. Tu vas te ruiner, je te dis. Moi, Qatar, je n'avais pas fait pour la première fois. et Mike, il va en faire un cette année? Ouais. Non, j'avoue, j'ai un petit peu passé l'âge. Alors, entre guillemets, il n'y a pas
d'âge pour le faire, hein, mais c'est vrai que j'ai plus la même magie que quand j'étais plus jeune et je faisais ça en étant gamin, ado et jeune adulte avec une grosse passion. Ouais. Là, c'est un peu passé. Tout fout le camp, je vous dis, tout fout le camp, c'est comme ça. Merci Laurent Flukiger. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Culture Pop avec Laurent Flukiger. Vous écoutez le Morak Show. Vous écoutez le Morak Show. Bonjour Pal. Mais bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Les coups de cœur de la semaine. Pal, aujourd'hui, on parle de quoi? Tu nous parles de quoi exactement? Alors là, je vais vous parler de l'univers Torgal avec la dernière bande dessinée qui vient de sortir aux éditions Le Lombard. C'est la déesse d'Ambre. Et c'est Christophe Beck au dessin et Valérie Magnin. Et là, en fait, c'est le 6e tome de la série Torgal Saga. À savoir que ça fait déjà quelques années qu'il y a des bandes dessinées Torgal qui sortent en dehors de la collection, en fait, originale. Ouais. Et là, dans cet album, en fait, Torgal doit sauver son fils Jolan d'une malédiction qui est liée, en fait, à un collier d'ambre. Et ce collier est empoisonné et plonge, en fait, son fils Jolan dans un profond sommeil et personne ne peut le réveiller. Et là, pour sauver, en fait, son fils Torgal, il doit partir à la recherche d'une femme qui s'appelle Ingrid. Et en même temps, il découvre, en fait, un village menacé par un grand incendie où tous les hommes ont en fait été victimes, comme son fils Jolan, en fait, la même malédiction. C'est-à-dire que tous les hommes dorment. Ça fait penser un peu à la Belle au bois dormant, sauf oui, cette fois, c'est tous les hommes qui dorment. Et c'est vrai que c'est impressionnant. En fait, seules les femmes, en fait, vivent dans ce village. Et en particulier, en fait, Hulda, c'est la déesse d'Ambre. En fait, elle détient en fait le secret et en même temps le mystère pour les réveiller. Donc en même temps, c'est une belle quête. Toujours à travers Torgal. Donc c'est une BD qui fait plus de 120 pages. Oui. Et ça nous plonge complètement dans l'univers de Torgal. Et c'est vrai que ce qui est impressionnant, c'est que c'est Christophe Beck au dessin et Valérie Magnin au scénario. Et Christophe Beck, c'est un des grands dessinateurs de maintenant avec un trait hyper réaliste. Et c'est vrai qu'en quelques mots pour savoir qui est Torgal, c'est que plus personne a besoin de présenter en fait cette grande saga, cette grande série en bande dessinée. Elle a commencé en fait en 1977 pour le journal en fait Tintin. Puis il a été édité par Éditions Lombard. Ouais. Et Torgal, tout le monde le connaît sous l'enfant des étoiles parce que en fait c'est une sorte d'enfant extraterrestre qui a été recueilli par les Vikings. C'est mythique. Et c'est comme ça que c'est vrai que c'est impressionnant. Ouais. Et on reste toujours avec Rosinski en tête, le grand dessinateur, et Jean Van Damme, le grand scénariste. Écoute, formidable. Et c'est à découvrir dès que vous pouvez chez votre libraire, évidemment. Ah oui, dans toutes les bonnes librairies. Et bon, je vais relire le titre, c'est Torgal, la déesse d'Ambre, et c'est sorti aux éditions Le Lombard. Eh bien, merci mon cher Pal pour ces aventures de Torgal. Merci beaucoup. Un peu de lecture, Avec c'est bien, parce que la plaisir. météo va être un peu tristounette ces prochains jours. Oui, Ça va nous on va se permettre... plonger dans les livres. Ouais, pourquoi pas, c'est bien. Merci Pal de Gomme. Mais avec plaisir. Une belle journée à toi. Merci, pareillement. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Vous écoutez le Morak Show. Vous écoutez le Morak Show. Les sujets de Mike Pérez. Merci d'être avec nous. On est ensemble jusqu'à 9h. Mike Pérez nous a rejoint pour nous parler de panneaux de signalisation maintenant. Ouais, ça n'a rien à voir avec la Coupe du Monde. Hein, Ça fait rêver. Hein. Pas très sport tout ça. Quoique. La chronique des Mike. Alors, de quoi on parle exactement, mon cher Mike, ce matin? En fait, c'est une nouvelle que j'ai vue passer qui m'a fait sourire et je trouvais marrant de partager ça avec vous. C'est que le Conseil fédéral vient de l'officialiser. Les panneaux de signalisation en Suisse sont conformes aux normes internationales. On est content de le savoir. Hein. Ah, Enfin. Ah, voilà. disons que ça à foutre en ce moment. Donc en fait, on n'a pas besoin de changer les panneaux. On fait des économies. Bah dis donc. Tu te rends compte? C'est vrai qu'en fait, si tu veux, il y a une sorte d'accord européen qui prévoit notamment d'harmoniser tous les panneaux de signalisation dans tous les pays européens, en tout cas, au minimum ça, quoi. Ouais. Alors on n'est pas d'accord avec les. Quand tu prends l'autoroute en France. Voilà, c'est le seul point sur lequel bleu, on n'est pas. Et en Suisse c'est vert. Et Voilà, c'est le contraire. exactement. Enfin, Et nous, le ouais. bleu, c'est les routes principales. C'est ça. Mais disons que c'est le seul point on va dire encore de divergence. Ouais. Mais sinon, pour tous les autres panneaux qui annoncent des dangers, des interdictions ou autres, voilà, ça doit être harmonisé.
ça doit être les mêmes partout en Europe où que tu sois. Et donc, la Suisse, elle avait anticipé tout ça. Et en fait, c'est marrant, mais on a dû vraiment répertorier. En gros, on a passé au crible tous les panneaux de signalisation en Suisse pour s'assurer qu'ils correspondaient et qu'ils répondaient effectivement à ces normes. Donc, effectivement, tu l'as dit, il y a quelques exceptions encore qui sont en vigueur. Et là, on tombe dans le panneau des fois. Oui. C'est l'histoire effectivement des autoroutes. Il y a aussi effectivement quelques panneaux qui sont propres à la Suisse que tu ne trouves qu'en Suisse. Ça, je ne savais pas. C'est le panneau en 3 parties qui interdit simultanément la circulation aux voitures, aux motos et aux cyclomoteurs. Tu sais, quand tu arrives dans un chemin privé, par exemple, t'as le rond rouge et puis il est divisé en 3, puis t'as une voiture, une moto et puis un cyclomoteur. Quoi. Ça, il n'y a qu'en Suisse que tu vas le trouver, ce panneau, mais disons qu'il est accepté, il est toléré. Mais sinon, au moins, c'est la bonne nouvelle, c'est de savoir qu'on est aux normes, qu'on répond aux accords internationaux et qu'on va pas devoir dépenser de l'argent inutilement pour changer des panneaux de signalisation. Je suis soulagé, vraiment. Ça va mieux. Oui, t'as oublié un panneau, il y a le gars qu'on trouve uniquement en Suisse, le danger zone de Hornus. Ça, ils ont pas. Il faut faire très attention. Ceci dit, des fois, quand tu vas dans d'autres pays, tu vois des panneaux aussi assez marrants. Quoi. Attention aux crapauds, aux élans, des choses comme ça. Dans mon bled, il y avait un endroit, c'était marqué « Attention, sortie d'âne ». Ah bon? Je vous jure que c'est vrai. Ah bon, ouais, mais ça, c'est ton voisin qui l'a fait. Non, pas du tout. C'était du fait maison, ça. Non, c'était un vrai panneau officiel. Il y avait des ânes, effectivement. Attention, sortie d'âne. Ça m'avait frappé, marqué, évidemment. Vous écoutez le Morak Show. Vous écoutez le Morak Show. Bienvenue sur la première matinale multidiffusée de Suisse romande. Mike Perez, on va parler sport, on va parler hockey avec notre invité John Gobi qui nous a rejoint. Bonjour John. Bonjour. Merci, tu deviens un habitué, tu étais là avec nous la semaine dernière. Tu reviens ce matin, c'est un plaisir de te recevoir en tous les cas. Ça fait plaisir, le café est bon, la compagnie est belle et les croissants sont bons. L'invité du matin dans le Morak Show. Et là, on va parler des championnats du monde de hockey, mon cher. Oui, changement de casquette pour John aujourd'hui. On parle pas de Fribourg-Gotteron, on parle de ce championnat du monde de hockey sur glace qui va se jouer en Suisse. Donc, ça commence vendredi à Zurich et à Fribourg. Et ça, c'est aussi un sacré défi, c'est une grosse organisation. Alors pour Fribourg-Gotteron, parce que finalement c'est quand même Fribourg, le club de Fribourg qui est main dans la main, je dirais, avec le comité d'organisation pour mettre en place tous ces matchs qui auront lieu à Fribourg. Oui, bien sûr, ça fait maintenant plusieurs années. On a finalisé la candidature en 2022, mais ça fait 4 ans qu'on se prépare. On a mis en place un concept un petit peu anodin. Même l'EHF et Infront et tous les partis ont dit c'est un peu différent. À Fribourg, on a mis en place une association qui réunit le canton, la ville et le club pour soutenir vraiment l'organisation des championnats du monde, pour aider la vente des billets, pour aider la mobilité, la sécurité, les infrastructures. Et puis avec ça, on a créé beaucoup de différentes choses, événements. On a fait un cuvée de vin, on a fait une BD, on a fait une patinoire itinérante, la mini BCF Arena qui circule dans tout le canton, toute la région pour promouvoir le hockey. On a fait plein d'actions différentes pour vraiment que ça se part gentiment depuis plusieurs années. Et maintenant, on est à la dernière ligne droite. Et puis, nous, comme Fribourg-Gotteron, on soutient tout ce que c'est la gastronomie. On a aussi, à la place Georges Piton, on a aussi un espace dédié à tout ce que c'est la santé, tout ce que c'est l'innovation. Voilà, beaucoup de choses sont mises en place à Fribourg. Et puis, en général, pour la Suisse romande, c'est une grosse chance d'avoir ça chez nous. C'est le plus gros événement depuis l'Euro 2008 qui a lieu. Et pour nous, à Fribourg et à Gotteron, c'est une chance unique. La BCF Arena, le club, ils sont au centre du monde actuellement. Pour gastronomiser nos directeurs sportifs, c'est un joli atout parce que les joueurs, ils vont venir, vont voir notre magnifique patinoire, nos espaces, nos accueils et qu'on voudra récolter les meilleurs joueurs du monde, je l'espère. Et c'est parce que c'est Fribourg. Voilà, c'est l'occasion de faire son marché. Ça, c'est le boulot du directeur sportif. Mais peut-être que tout d'un coup, il y a un joueur qu'on aura vu ces prochains jours à Fribourg sous son maillot d'équipe nationale. Pourquoi pas le voir jouer à Fribourg ces prochaines années? Absolument, il y a un très bon joueur qui joue pour le Canada, Thierry Brinik. On aimerait bien l'engager, mais je ne sais pas si ça rentre dans notre budget. Ouais, alors celui du Canada, ça va être plus compliqué. Ouais. Tu parles du Canada, c'est la tête d'affiche. La Suisse, elle joue à Zurich. Pas de match de l'équipe de Suisse à Fribourg, malheureusement, j'ai envie de dire. Mais c'est pas grave. Il y a du très très beau hockey sur glace à venir voir à Fribourg. Et pour tous ceux qui sont en Suisse romande, c'est une occasion unique de voir. Je veux pas dire les meilleurs joueurs du monde, parce que les meilleurs, ils sont en train de disputer les playoffs en NHL. Mais parmi les meilleurs joueurs au monde qui seront présents à Fribourg.
Exactement, c'est une chance unique d'avoir ça à 1 heure et demie, même proche de la maison, venir voir des matchs des meilleures équipes du monde finalement. Et puis on sait que maintenant, après la finale des Jeux Olympiques, il y a des grosses revanches qui vont arriver. Le Canada, ils voudront être champions. La Suède, ça fait 2-3 années qu'ils passent un petit peu à côté. Alors on sent vraiment que les équipes sont très motivées. Et puis malgré que certaines des équipes jouent encore en NHL, il y a quand même des très très belles têtes d'affiche. Comme je dis, Celebrini au Canada, c'est un des meilleurs joueurs au monde, un jeune joueur qui a fait une saison incroyable. Et puis pour la Finlande, il y a aussi un des meilleurs joueurs du monde avec Barkov. Non, il y a vraiment des belles têtes d'affiche, en plus de l'équipe nationale suisse, bien sûr, qui joue à Zurich. Mais l'ambiance qui va être à Fribourg, en général, en Suisse romande, vraiment en profiter parce qu'on n'a pas ça tous les années. C'est ça qui est particulier dans un championnat du monde, c'est l'ambiance. Tu évoques ça, hein. Il y a une vraie communion, une vraie fraternité. Il n'y a pas de ce clivage et je dirais cette notion d'affrontement entre deux équipes, deux supporters. Là, tout le monde fait la fête ensemble, qu'on supporte les rouges, les jaunes ou les bleus ou les verts, peu importe, on est là pour la fête du hockey sur glace. Absolument, c'est absolument ça. Moi, j'ai fait quelques championnats du monde maintenant dans le cadre de mes fonctions aussi pour l'organisation des championnats du monde à Fribourg. Et c'est vrai qu'il y a une ambiance particulière comme dans les villes. Il y a vraiment tout le monde fait la fête ensemble, à la patinoire, voilà. Il n'y a pas de problème de sécurité. C'est vraiment c'est une très jolie ambiance. Et puis on voit aussi qu'il y a beaucoup de Suisses qui vont dans les autres pays et chaque année, il y a certains qui prennent toutes les vacances pour voir tous les matchs des championnats du monde. J'en ai connu plusieurs qui tous les matchs dans un site, ils regardent tous les matchs. Ça veut dire pas qu'un match de la Suisse, mais tous les matchs, toutes les équipes, ils prennent l'abonnement pour tout. Et il y en a beaucoup qui font ça de tous les pays. Chez nous, on a la chance d'avoir, il y a le Canada, la Suède, il y a la Tchéquie, il y a la Slovaquie, 4 des top belles équipes au monde. C'est fantastique. On a l'impression que c'est à Fribourg que ça se passe en ce moment. Hein. C'est l'année de Fribourg. Hein. Oui, en tout cas pour le hockey sur glace, ça c'est sûr. Hein. Et puis il y aura d'autres événements encore à venir à Fribourg. Ouais. Encore un mot rapide comme sur ce championnat du monde, c'est que la billetterie elle est donc ouverte. Il n'y a pas tout qui est complet. Hein. Donc il y a la possibilité d'acheter des billets, comme on le disait, de venir voir des matchs qui sont vraiment sympas à voir, hein, au-delà du niveau de jeu, au niveau de l'ambiance et tout ça. Et puis faut profiter de se dire, je peux venir un samedi après-midi, un mercredi soir, et il y a du hockey tous les jours. Là, pendant presque 15 jours, il y a du hockey tous les jours, après-midi et soir à Fribourg. Absolument, c'est exactement ça. Et puis, on a la chance que c'est assez rare dans le championnat du monde. C'est autorisé par les différentes autorités d'avoir des places debout pendant le championnat du monde. Ça veut dire qu'il y a des prix attractifs à tous les niveaux. Il y a des matchs avec 9 francs le prix du billet pour voir, peut-être pas les têtes d'affiche, mais pour voir quand même des équipes nationales jouer à 30-45 minutes depuis la maison. Et puis les places debout aussi, des prix très attractifs. Et puis oui, il faut vraiment en profiter. Il reste des billets pratiquement pour beaucoup de matchs. Peut-être les quarts de finale et le premier week-end où il y a le gros match, hein, Canada-Suède, que ça va être une bonne entrée en matière cette semaine. Mais sinon, pour le reste, il reste des billets à disposition et à vendre. Il faut vraiment en profiter. Ouais, et pour toi, pas mal de boulot encore, du coup. Toi qui voulais te reposer un peu. Non, ça va. Non, mais c'est surtout les équipes chez nous. Hein. On a beaucoup à soutenir l'organisation. On n'est pas vraiment organisateur, mais on soutient l'organisation. On veut qu'elle soit une réussite. Comme je dis aussi, pour nous, c'est une carte de visite unique pour le club. Bien sûr, pour le recrutement, mais aussi pour tout le monde. Pour montrer qu'est-ce que c'est Fribourg, qu'est-ce que c'est la BCF Arena, qu'est-ce que c'est Fribourg-Gotteron. On a vraiment cette chance. Et puis, avec la gastronomie, l'infrastructure, ils font un super travail. Et puis, on va être prêt aussi pour servir beaucoup de fondus, que ce soit des Tchèques et des Canadiens. Très bien. Merci beaucoup, John Gobi. Merci à vous. Tout de bon pour toi et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup. Et vive le hockey. Merci beaucoup. Salut. Okay. Vous écoutez le Morak Show. Vous écoutez le Morak Show. Bienvenue sur la première matinale, multidiffusée de Suisse romande. Excellent début de semaine. Merci d'être avec nous. Bonne matinée. Bonjour Vanille. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Il est l'heure de parler vin. Alors parlons vin et parlons bien. Ah oui, on va parler bien de vignerons, ouais. La chronique de Vanille. La chronique de Vanille. Et quel est le sujet du jour, ma chère Vanille? Eh bien justement, on va parler vignerons. Je vais vous conseiller 5 vignerons suisses à découvrir avant l'été. Parce que c'est vrai je parle beaucoup du vin suisse, mais souvent on me dit oui, mais d'accord, mais on doit goûter quel vin suisse? Tous. Donc, j'ai décidé de mettre un peu le doigt sur des vignerons qui méritent d'être découverts si ce n'est pas déjà fait en Suisse, tout simplement. Très
très bonne idée. Alors, par quoi on commence? On va commencer. Alors, vraiment, je me suis pas risquée. Là, je vous parle vraiment de domaines reconnus, salués par la critique internationale, notamment par le guide de Robert Parker, qui reste profondément ancré dans le terroir. Donc, j'ai pris aucun risque. Pour ceux qui veulent me taper dessus, vous pouvez y aller. J'y suis allée sur vraiment des valeurs sûres, mais au moins, ce sont des valeurs sûres. Voilà. D'accord ? Ça a le mérite d'être clair. Voilà. Alors, numéro 1, parfaitement assumé. Je suis sûre, Philippe, que tu peux deviner de qui je vais parler en numéro 1. C'est une femme, elle est en Valais. C'est Marie-Thérèse Chapa. Chapa, oui, que tu as rencontré il y a 2 semaines. Voilà. Ouais, tout à fait. Impossible de ne pas commencer par elle. C'est Bien une sûr. figure emblématique du vin suisse. Je pense que même pour les gens qui ne s'y connaissent pas en vin suisse, ils ont déjà entendu parler de Marie-Thérèse Chapa. Ces vins sont régulièrement salués par la critique internationale. Ces blancs, notamment à base de Petit Arvin ou de Marsanne, sont d'une précision et d'une intensité remarquables. C'est une signature, une émotion, une femme extraordinaire. Donc des vins valeurs sûres à tester, ceux de Marie-Thérèse Chapa. C'est noté. On reste en Valais avec Jean-René Germanier. Ah oui. Eh ben oui, là aussi on parle d'une valeur sûre, un domaine historique reconnu bien au-delà des frontières, des vins élégants, parfaitement maîtrisés, avec une régularité impressionnante. C'est une valeur sûre, souvent très bien notée dans les guides internationaux toujours, parfait pour comprendre le style valaisan. Là c'est du haut niveau. Paolo Basso, qui est vigneron, bien sûr, meilleur sommelier du monde 2013. Il est partout, Paolo Basso. Sacré personnage. Ah ouais. oui, un tempérament aussi fort que ses vins. Il développe aujourd'hui donc ses propres vins au Tessin. Une approche très précise, presque chirurgicale du goût. C'est vraiment à découvrir aussi. Alors là, j'ai toujours peur de l'écorcher, mais c'est Gentambein. Gentambein, c'est dans les Grisons, un domaine culte. Je ne sais jamais prononcer ce nom. À défaut, je ne parle pas allemand. C'est pour ça. Oui. Des pinots noirs et des chardonnays qui rivalisent avec les plus grands vins internationaux. C'est vrai qu'ils ont des choses incroyables là-bas. Ah ouais, ils sont régulièrement cités dans les grands critiques, dont Parker justement. Je me suis vraiment basée sur les grands guides internationaux pour faire ce top 5. C'est des vins qui sont très recherchés, difficiles à trouver d'ailleurs. Il y a Anne-Claire Schott. C'est une nouvelle génération de vignerons suisses, de vigneronnes, avec une approche plus libre, plus contemporaine des vins, vraiment à goûter, des vins vivants, précis, qui bousculent les codes. Donc n'hésitez pas aussi à découvrir les vins d'Anne-Claire Schott. Conclusion, si vous cherchez des vins pour cet été ou simplement des domaines à découvrir, retenez ces noms. Il y en a plein d'autres, bien sûr, moins connus, que je pourrais vous donner avec plaisir dans les prochains temps. Vous écoutez le Morac Show. Vous écoutez le Morac Show. Excellente matinée, merci d'être avec nous. Il est l'heure de passer à table avec Knut Schwander qui est avec nous. Bonjour Knut. Bonjour. Les coups de cœur, gastronomie. Les coups de cœur, les coups de cœur. Alors Knut, on change de canton. Nous étions dans le canton de Fribourg les 2 semaines dernières. Cette fois-ci, vous nous emmenez du côté de Neuchâtel. Exactement, Neuchâtel, où il y a plein de belles tables et plein de beaux endroits. Et puis, moi, je vous propose de commencer d'abord par l'apéritif. Donc, Bonne idée. à mon avis, un des plus beaux endroits à Neuchâtel pour boire l'apéritif, c'est le Waves. Waves, qui est un Sky Lounge Bar qui est sur le toit de l'hôtel Beau-Lac, sur le port de Neuchâtel. Et c'est un endroit absolument merveilleux. Disons, Ibiza, ils peuvent se rhabiller. On est là. Il y a des fauteuils blancs, il y a un sol en bois, il y a une grande construction tout en verre et surtout ce paysage absolument fabuleux. On a le lac à nos pieds, on a les Alpes en toile de fond, c'est juste magique. Et puis, alors je disais pour l'apéritif, on peut aussi y manger des sushis notamment d'ailleurs qui sont tout à fait qui sont plus que agréables à manger. Mais enfin, on y va surtout pour les cocktails, pour les mocktails. Enfin, en tout cas, je dis je peux pas généraliser, ça c'est moi. Mais c'est vrai que si je passe à Neuchâtel, j'y vais. Oui. Et puis, eh bien, il y a des cocktails au nom évocateur, Majesté boréale, Sérénade d'été. Il y a des mocktails qui sont vraiment très bien. Lumière d'Orient, par exemple,
ce sont des noms qui font rêver. Et puis tout ça dans une belle atmosphère de lounge bar qui est, je pense pour la plupart des gens qui ne connaissent pas Neuchâtel, un peu inattendu parce qu'on voit Neuchâtel comme une jolie ville mais plutôt paisible. Eh bien, pas du tout. Il y a ce bar lounge qui survole le lac et qui voit passer les bateaux. On passe un excellent moment en écoutant un peu de musique et donc voilà, c'est mon adresse du jour pour bien commencer la semaine. Commençons par l'apéritif aux Waves. Ouais, c'est noté, alors merci. Et c'est une véritable expérience à vous entendre en tous les cas, ça fait bien envie d'y aller. Moi, j'adore. Et quand je n'habite pas Neuchâtel, mais quand je suis de passage à Neuchâtel, vous n'y manquez pas d'y aller. J'y vais chaque fois. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup, Knut Wander. On va se retrouver demain. On reste à Neuchâtel toute cette semaine. On reste à Neuchâtel, absolument, dans un autre endroit qui a une très très belle vue. À demain. À demain. Vous écoutez le Morac Show. Vous écoutez le Morac Show.